Fait que pendant que les gens arrivent, je vous laisse lire ça. J'espère que vous comprenez un peu l'anglais. Si c'est le cas, vous allez avoir du fun à lire ça. Puis moi, de mon bord, je vous invite à éventuellement nous poser vos questions dans la section Q et R qui est à droite de votre écran. Et puis si c'est pour nous encourager, ben, dans la section discuter ou chat qui est au centre. Voilà, que des commentaires positifs, s'il vous plaît. Le Sinon, QVR, tu dis que c'est à droite, c'est en bas aussi, le QVR. en bas à droite, évidemment, oui. En bas à droite. OK. On laisse encore les gens rentrer. On parle. C'est quand même spécial ce soir. Là. C'est première conférence de vie sur juste des voyages qui concernent la voile, comme quoi on se hasarde dans des nouvelles destinations. Je vais juste vous dire que l'Internet chez moi n'est pas super bon. Fait que ça se peut des fois que ma voix coupe un peu. Désolé. Je vais enlever le Wi-Fi sur mon téléphone, notamment. Bon. On vous a mis ça. Vous avez sûrement entendu parler dans la dernière semaine de cet événement-là. On a trouvé l'Endurance au fond de l'eau par 3 kilomètres de fond. Et puis, la légende, on ne sait pas trop si c'est vrai, mais Shackleton, quand il voulait engager les gens pour se rendre sur son bateau, a mis cette annonce-là. Donc, essentiellement, ce que lui dit, c'est si vous voulez faire quelque chose de dangereux, d'être mal payé, d'avoir froid, puis un peu d'honneur en cas de succès, ben, vous êtes bienvenus. On dit qu'il a reçu des centaines d'applications. Il a pris 27 personnes. Et puis, en comparaison, ben, il y a Joshua Slocum en bas, qui est le premier à avoir fait le tour du monde, c'est un Américain, à avoir fait le tour du monde en solo sur un voilier. Alors, lui, de son côté, il dit que on exagère souvent ce que c'est la mer, mais qu'il faut savoir ce qu'on fait, mais à partir du moment où ce qu'on fait, la mer, c'est fait pour naviguer. Alors, puis, je fais juste, pendant que les gens arrivent dans les conférences, personnellement, j'aime bien raconter un petit peu d'histoire pour que vous compreniez aussi que dans les voyages, on ne va pas que marcher, que faire du kayak, que faire de la voile, mais on va vous raconter des histoires. Puis celle-là, elle est particulièrement fascinante parce qu'on vient de trouver son bateau. Hein. Le bateau a coulé en 1917. Il faut juste, en 1914, ça a commencé et puis la Première Guerre mondiale a été déclenchée. Et puis, lui, il partait et il a envoyé une lettre à Churchill en disant je mets mon bateau à votre disposition. Et Churchill lui a répondu parce que Churchill trouvait que c'était con aller en Antarctique. Il a dit proceed. Fait qu'il est parti. Son bateau est resté pris dans les glaces pendant plusieurs mois. Il a fini par couler, comme vous pouvez voir. Et puis là, il a pris les canots, les bateaux, et ils ont tiré ça sur la glace. Il était 27 gars. Ils ont tiré ça sur la glace pendant des mois jusqu'à temps qu'ils arrivent à l'eau libre. Après, ils ont pris un des bateaux, ils ont fabriqué une espèce de voile. Ils sont partis 4 ou 5 avec un sextant. Et puis, ils ont franchi le Cap Horn et sont arrivés à Elephant Island parce qu'ils savaient qu'il y avait des baleiniers à cet endroit-là. Et juste ça, là, partir de l'Antarctique, traverser le Cap Horn dans une chaloupe avec une voile, c'est déjà pas pire. Malheureusement, ils n'ont pas été chanceux. Fait que quand ils sont arrivés sur Elephant Island, non, sur South Georgia, pardon, ils ont eu une tempête, fait qu'ils ont craché du mauvais côté de l'île. Et là, il fallait qu'ils traversent l'île. Alors, il y avait des glaciers. Fait qu'ils ont défait le bateau, ils ont mis des vis dans leurs bottes pour faire des crampons, et puis ils ont marché pendant une semaine pour traverser l'île. Juste pour vous dire, un des grands alpinistes de l'histoire, Reinhold Messner, a refait cette traversée-là pour le fun et il a dit que juste ça, c'était un exploit physique hallucinant. Fait que Shackleton a fait tout ça. Il est arrivé de l'autre côté au baleinier. Il a repris un bateau avec eux. Il est allé chercher ses hommes. Personne n'est mort. Il est revenu en Nouvelle-Zélande et là, il a appris qu'un autre bateau, l'Aurora, qui lui devait l'attendre parce qu'il devait traverser l'Antarctique,
devait l'attendre de l'autre côté, ben, il avait laissé 2 hommes parce qu'il pensait qu'il était mort. Donc, lui est reparti de l'autre côté pour aller chercher les 2 autres hommes qui, malheureusement, sont morts. Ce qu'il a fait, cet homme-là, Ernest Shackleton, c'est le plus grand exploit d'endurance vraiment de toute l'histoire. Ceux qui ont vécu des choses plus difficiles que lui, ben, ils sont morts, ils ne sont pas revenus pour en parler. Alors, je trouvais ça intéressant dans le contexte. Je me présente, Richard Rémy, je suis le fondateur de Caravanier. Et puis, contrairement à FX qui va vous présenter les Lofoten tout à l'heure, FX, c'est un vrai gars de montagne. Moi, je n'ai jamais réussi à choisir entre la montagne puis la mer. J'ai toujours lu des choses sur la montagne, j'en fais. Puis, j'ai toujours fait des choses sur la mer aussi. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'années maintenant que je me promène aussi de temps en temps sur un voilier. L'histoire de Shackleton m'a toujours fasciné. Celle de Bernard Moitessier aussi, qui est le premier à avoir fait le tour du monde sans escale en solo. Il en a même fait un tour et demi. Il écrit très bien, hein? Bernard Moitessier, La longue route. Ça s'inspire aussi beaucoup. Hein? Puis, petite note aussi, Bernard Moitessier, son bateau s'appelle Joshua, en l'honneur de Joshua Slocum, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, puis Caravanier, ben, on ne peut pas se prendre au sérieux quand même. Ça s'inspire beaucoup de mes lectures de jeunesse et puis aussi ben, des films que j'ai vus quand j'étais adolescent. Alors, Caravanier, c'est né en 1998. On a fêté nos 20 ans. Maintenant, ça va bientôt faire 25 ans, mais il y a 2 ans là-dedans que c'est une espèce de parenthèse. Cette photo-là exprime bien qui on est, je trouve, parce que pour nos 20 ans, on a fermé le bureau pendant 2 semaines. On est parti tout le bureau dans le désert du Sahara avec une centaine de voyageurs, plus plein de gens de nos équipes locales qu'on a invités. Donc, sur la photo, vous avez des gens de la Crète, des gens du Pérou, de l'Équateur, du Népal, mes amis Sherpa, ça veut dire homme de l'Est, qui n'avaient jamais vu la mer. Donc, j'ai eu le plaisir de leur montrer la mer. Alors, ben c'est ça. C'est pas que on fait pas des voyages, on fait des voyages avec des gens, surtout dans des magnifiques endroits, bien sûr. Et après 25 ans, puis après passer à travers une crise comme on a fait en se retournant de bord et en faisant des voyages, ben je vous dirais qu'on a un peu le privilège d'être sélectif. Il n'y a pas une tonne d'entreprises sur le marché, au Québec du moins. Puis je vous dis ça, on ne fait pas passer un examen, mais on vous demande de nous appeler. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas vous inscrire sur le site Internet. Vous devez nous appeler. On vous demande aussi d'être compréhensif par les temps qui courent. Là, les gens ont le goût de recommencer à voyager. Nous, évidemment, on est à équipe réduite. Et donc, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Fait que permettez-nous, des fois, avant, on retournait les appels dans la journée. Ça prend 2 jours, des fois 3 jours. Désolé pour ça, mais on ne vous oubliera pas. Pourquoi vous partiriez Caravanier? Mais j'espère que vous allez le deviner. Ça va être évident pendant la soirée, mais je vous dirais que bon, l'équipe Caravanier, ce n'est ni une grosse équipe, ni une petite équipe. C'est de taille moyenne, donc on parle d'une dizaine de personnes au bureau. Et un peu plus de gens qui travaillent à l'international, sans parler des équipes locales. Donc, vous allez parler à des gens qui voyagent. Il n'y a personne qui est loin du terrain dans cette équipe-là, mais c'est quand même une équipe assez grosse pour nous donner une liberté financière pour faire des repérages, pour avoir une flotte de kayak au Groenland, en Grèce. Donc, c'est une taille que j'apprécie bien. Les guides caravaniers que vous allez rencontrer sur chacun des voyages, ce ne sont pas des accompagnateurs. Donc, on n'est pas là pour... souvent, on va avoir quelqu'un d'une équipe locale, mais on n'est pas là pour traduire, pour s'assurer que vous avez assez de bouffe et que vous avez des chambres d'hôtel. Non. Si vous faites un voyage de kayak, vous avez un guide de kayak. Même chose pour la montagne. Le trek, c'est la même chose. Et puis, on est d'abord des voyageurs. On a fait les repérages, on n'achète pas de circuit, puis qu'on dit OK, ben on y va, on vous laisse faire, on fait les repérages. Évidemment, ben on recueille les commentaires, puis on travaille les voyages. Ce soir, c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. On donne des formations un peu partout à travers le monde, notamment des formations de premiers soins. Et puis surtout, on se remet tout le temps en question.
Voyager et agir, c'est notre devise caravanier. Voyager, ça devient, c'est assez évident, mais agir devrait l'être de plus en plus. Donc, le mot éthique peut être évidemment employé à beaucoup de choses maintenant, mais je veux juste vous dire que pour nous, c'est vraiment un statement. Depuis 2008, donc ça fait maintenant 15 ans qu'on compense entièrement nos gaz, nos émissions de gaz, et c'est inclus dans le prix là, quand vous l'achetez. Ce n'est pas une suggestion, vous n'avez pas le choix. À ça, on ajoute 1 pour la planète. Et puis, en plus de ça, ben, on récolte des fonds à l'occasion. Quand les occasions, c'est style un tremblement de terre au Népal, ben, on a construit un centre communautaire et une école. Et puis, j'attire votre attention, vous allez recevoir un lien après la conférence dans les jours qui suivent. On fait encore une levée de fonds pour nos équipes locales parce que depuis 2 ans, ben, la plupart des endroits, des gens avec qui on travaille, n'ont pas la chance qu'on a au Canada d'avoir un filet social comme nous, on a. Voilà. Et donc, et puis c'est une remarque générale, Caravanier n'est pas reconnu pour faire les prix les plus bas. Ceci dit, on n'est pas du tout reconnu pour faire les prix les plus hauts non plus. J'espère que le prix est juste et que il y a des gens ce soir qui vont écouter les 60 personnes qui étaient intéressées à la conférence de ce soir. Je doute qu'il y ait 60 personnes qui fassent les voyages, du moins cet été. Mais vous êtes certainement des voyageurs, alors je vous encourage à agir en voyageant, que vous le fassiez avec nous ou non, et puis chercher le prix le plus bas. C'est clairement de le faire au détriment de certaines choses, que ce soit l'environnement, que ce soit la qualité du voyage, que ce soit les gens. Donc, ce n'est pas un bon calcul de magasiner un prix. Le titre de la conférence ce soir, c'est un voyage avec un voilier comme camp de base. Le voilier qu'il y a ici, c'est le Spray, c'était le voilier de Joshua Slocum. Imaginez que le gars est parti tout seul et a fait le tour du monde là-dedans. Il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de radar, il n'y avait pas de moteur. Fait que quand il voulait s'ancrer, arriver dans un port, s'il y en a qui font de la voile, c'est hallucinant ce que ces gens-là ont fait. Et vous devinez pourquoi Bernard Moitessier a appelé son bateau le Joshua, en l'honneur de M. Slocum. Donc, les voiliers qu'on vous propose ne seront évidemment pas celui-là, mais je trouvais ça intéressant. On va, pendant la prochaine heure, essentiellement, vous dire ce qu'est un voyage voilier camp de base. J'insiste sur un voyage voilier camp de base. Ce n'est pas un voyage dans les Antilles autour des îles. Je n'ai pas mis cette photo-là de façon innocente. Antoine, c'est un chanteur yéyé français qui a fait beaucoup d'argent avec quelques tunes. Et c'est un marin. Et puis, il a publié un livre à un moment donné qui s'appelle « La plus belle île du monde ». Et sur cette île, et sur la couverture, il y a une île du Cunayala. Le Cunayala, c'est au Panama. On a un voyage là en kayak de mer. On va sur cette île-là. Et puis, innocemment, quand il a mis cette photo-là, ben, tout le monde en voilier a voulu y aller. Or, c'est une île qui est privée. Donc, les gens débarquaient là parce que lui a mis une photo. Fait que des fois, il y a cette innocence-là dans le monde occidental. En tout cas, pour vous dire, si ça vous tente d'aller là, on y va en kayak, fait que vous allez travailler, mais nos voyages en voilier ne sont pas dans les Antilles. Et on n'est pas du tout non plus l'idée, c'est de faire la course, de la performance, pas pantoute. Donc, les voiliers qu'on a, de toute façon, ben, surtout les Comaris, ne sont pas des voiliers performants. Ce n'est pas le but de nos voyages. Et bon, ben, je vais prendre le temps en masse de vous expliquer les choses. Avant de passer la parole à François-Xavier, es-tu là, FX? Là? Parce que là, je ne te vois pas. Fait que c'est supposé être pas loin, là, 7h15, oui. Bon. On a plein d'aides pour faire nos conférences. FX, il y a des enfants, il y a un chat. Moi, j'ai 2 chiens qui sont tranquilles pour l'instant ce soir. Fait qu'on a plein d'aides. Je pense que c'est une première mondiale ce soir parce qu'on vous présente 3 voyages. Personnellement, j'ai fait de la voile à Terre-Neuve, j'ai fait de la voile sur la Basse-Côte-Nord, mais je n'ai pas fait le voilier. Mais puis j'ai fait sur les Comaris, je suis allé aux îles de la Madeleine. Fait que je vous parle du bateau. Je vais vous parler de la Côte-Nord, mais pas avec exactement le voyage qu'on a fait. Puis, FX vous parle des Lofoten, puis c'est un nouveau voyage. Donc, on a 3 conférences ce soir avec 2 conférenciers qui n'ont pas fait exactement les voyages. Et ça,
Je ne pense pas que c'est jamais arrivé. Fait que c'est une première mondiale. Je vous disais, FX est avec nous depuis presque un an maintenant. C'est d'abord un montagnard, mais il connaît le coin où on s'en va ce soir. Je te laisse la parole, FX, pour parler des Lofoten et j'arrête le partage de mon écran. Stop share. Super, mais merci. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, ce ne sera pas ma connexion, mais la connexion avec les enfants qui risque de faire des interférences. C'est ça la vie. Donc, ce soir, on va parler Norvège. Norvège, je connais bien la destination pour l'avoir fait et encadré dans le passé, mais en mode randonnée. Et quand je dis Norvège, là, on va préciser très bientôt que c'est plutôt une archipel qui s'appelle les Lofoten. Maintenant, avec l'expérience de caravanier à laquelle je me suis joint il y a presque un an, avec une vision qui veut toujours revoir les destinations avec un angle particulier, on s'est dit archipel, nordicité, il faut faire une approche en voilier. Donc, c'est ce qu'on présente, ce que je vais présenter ce soir, du moins au mieux de ma connaissance, parce que l'idée est tout récente, de manière concrète, mais l'idée émerge depuis, je vous dirais, quelques années, même parce qu'au sein de l'équipe de guide de caravaniers, il y avait un gars qui s'appelle, toujours dans l'équipe, Vicente Castro, qui, lui, est un espèce de bohème en voilier, qui fait souvent des expés comme ça grâce à son VR marin et qui va se poser dans des baies un petit peu partout dans le monde pour ensuite faire des superbes randos. D'ailleurs, sa page Facebook est vraiment super inspirante. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'est né le projet Norvège dans les Lofoten. Donc, je partage et Richard, tu vas devoir me dire si c'est le bon partage. Attention. C'est bon. Il y a bien une photo, oui, super. Ouais. OK, donc, génial. Alors, les Lofoten. Les Lofoten, c'est où? C'est quoi? C'est en Norvège. On est au 68e parallèle nord. Vous voyez ici sur la photo là, d'une carte Google, en fait, cet archipel-là. Donc, qui est en... En fait, c'est quasi un archipel à part, mais en fait, c'est une péninsule qui peut être reliée par la route avec plusieurs ponts. C'est pas tout à fait l'approche, évidemment, qu'on va vouloir avoir, mais si on la géolocalise, là, on est au sud de Tromsø. Nous, on va se rendre, en fait, pour aller là-bas, c'est un vol vers Oslo, certainement une escale sur l'Europe occidentale, et après ça, un vol vers le nord jusqu'à Bodø. Donc, Bodø, c'est situé du côté continental de la Norvège, en face de l'étoile qu'on voit. On est, je le redis, au 68e parallèle nord. On est au nord de l'Islande. C'est comme assez hallucinant. Par contre, dans la période estivale, si on se pose des questions au niveau du climat là, puis d'accessibilité de la destination, on est sur en fait, la fin du Gulf Stream. On est sur le climat européen d'été qui est pas mal plus clément que le nôtre à la même latitude. Donc, il faut s'attendre à des températures qui sont quand même pas si pires. On pourrait comparer à peu près à Terre-Neuve ou à certaines côtes de la Nouvelle-Écosse pour la même époque de l'année. On vise cette année un départ autour du début septembre. Donc, il va correspondre un peu à la fin de saison estivale de la Norvège et au début de l'automne, puis avec aussi une certaine noirceur le soir qui permettrait peut-être de pouvoir observer des aurores boréales. Donc, cette espèce de méga timing, là, il est juste parfait en septembre. Il faut savoir qu'après, ça décline vite vers le froid. Donc, il serait déjà trop tard. L'archipel des Lofoten, la voici. Je pense une photo qui représente bien ce que c'est. Donc, c'est un amalgame finalement de fjords, de bras de mer, de petits villages qui s'est établi dans ces portions les plus aplaties, disons. Et c'est un territoire très incisif, très vertical pour avoir, en fait, ces montagnes-là font souvent autour de entre 700 et 980, presque 1000 mètres d'altitude. Donc, ce sont presque autant de mètres de dénivelé depuis le niveau de la mer. Donc, c'est à travers cet archipel que nous allons nous balader pour un voyage qui va durer 2 semaines. Et donc, on rentre dans le côté vraiment, je dirais, traditionnel, pêcheur de la Norvège. Donc, il y a plusieurs facettes pour voir la Norvège.
on trouvait que les Lofoten donnaient cet aspect-là maritime et un petit peu plus trad, super intéressant. Donc, on s'y concentre. Donc, 2 semaines dans l'archipel, on ne va pas ailleurs, mais il y aura évidemment possibilité de prolonger ou d'avancer pour visiter le sud, Oslo, Bergen, certaines autres villes. Donc, le concept du voyage, c'est le suivant, c'est-à-dire qu'on a un bateau, donc un bateau voilier avec un équipage qui connaît très bien l'archipel, qui va aussi servir de... En fait, un équipage sera aussi les guides sur le terrain. On part 2 sous-groupes, disons, et on va interchanger la destination, c'est-à-dire qu'on part environ une dizaine de personnes. Il y en a 5 ou 6 qui seront sur le bateau, 5 ou 6 qui seront en mode randonnée, et on va comme ça se croiser de manière à pouvoir profiter du déplacement en bateau autant que du déplacement en véhicule quand on sera juste dans la portion véhicule. Donc, c'est un voyage hybride finalement dans les 2 modes de locomotion. Et l'hébergement se fera principalement en maison traditionnelle, ce qu'on appelle là-bas des Scheuhaus ou des Rorbus. On voit ici un bel exemple. Donc, ce sont en fait d'anciennes maisons de pêcheurs ou des maisons de pêcheurs qui ont des vocations saisonnières pour accueillir des touristes, des voyageurs. Donc voilà. Donc le bateau sera vraiment un élément pour accéder à des lieux autrement inaccessibles parce qu'il n'y a pas de route. Ce sera donc d'abord un moyen de locomotion. On aura quand même l'ABC de la navigation à partager, mais ça ne sera pas a priori un lieu où on va pousser pour y dormir. Donc voilà. En image maintenant, les randonnées qu'on va faire. Donc, il y a 2 types de randos dans ce voyage. Donc, soit des randos où on va chercher les sommets, on va vers la verticalité, on va vers les immenses points de vue qui sont sublimes, entre autres ici. Donc, des photos de Marc-André Lebuy, là, donc, qui a pu guider ce voyage dans le passé. C'est vraiment ça, le trip de la marche dans les Lofoten, c'est de partir des villages en bord de mer puis de monter vers les sommets. Donc, des fois, c'est des bons dénivelés, c'est escarpé, c'est un petit peu vertigineux, mais évidemment, on n'est pas tous obligés d'aller prendre une photo sur ce cliff. C'est vraiment juste pour le plaisir d'aller chercher une photo esthétique comme ça. On est souvent en sentier, mais aussi en hors sentier, en backcountry. Donc, on se trouve des fois à marcher sur des alpages comme ça, ou du moins des portions d'herbe en altitude où il n'y a absolument pas de sentier, mais où on peut deviner par les crêtes le chemin pour regagner les baies. Des fois, c'est autrement, donc c'est un petit peu plus escarpé. On a le soutien de mains courantes qui sont des chaînes souvent. Donc, on travaille un petit peu plus la verticalité, les muscles des mollets, mais rarement le territoire est vertigineux. Donc, pour ceux peut-être qui se posent la question par rapport à ça, c'est pas tout à fait le cas, mais quand même, il faut savoir que ce n'est pas nécessairement du sentier tout le temps facile parce on va être, comme j'ai dit tantôt, dans l'herbe, sur des portions de sentier, mais plus à pic avec le soutien des chaînes ou des fois complètement hors sentier, comme ici, entre la boue, les roches, puis le gazon. Donc, ça, c'est la première facette qu'on va donner parce qu'évidemment, une archipel comme ça aussi belle par ses montagnes, par ses faces de roches. On est vraiment tenté par les sommets, mais aussi faut aller explorer les baies, il faut aller explorer les bords de mer. Donc, entre autres ici, la plage de Nusfjord, qui est sublime. Et donc, on aura des fois souvent des treks qui sont en bord de mer et qui longent la côte, comme on a dans plusieurs itinéraires avec Caravanier, entre autres, comme la Crète qui m'est rapidement en tête, les Canaries. On essaie quand même de garder ce côté-là insulaire qui est sympathique. Puis de garder aussi l'esprit Dolce Vita. Donc, je ne suis pas prêt à dire, on ne l'a pas encore classifié celui-là. Je ne dis pas que c'est une Dolce Vita, donc une vie douce, si je fais une traduction mauvaise là, de l'italien, mais quand même garder cet esprit-là de contemplation, d'exploration du territoire, puis de ne pas toujours être dans des dynamiques de verticalité, etc. Donc, voilà. Donc, ce sont vraiment les 2 types de rando qu'on a dans l'archipel. Donc, soit un petit peu plus sur le plat ou soit un petit peu plus en bord de mer.
Donc, on aime bien dire à l'interne, là, c'est notre catégorie voilier, oui, mais aussi surf and turf. Donc, voilà. Ce qui nous permet, quand on est plus en bord de mer, d'explorer les villages, de passer par vraiment des petits halos comme ici, qui sont sublimes. Donc, d'aller vraiment chercher ces paysages-là, typiquement nordiques, typiquement scandinaves. En fait, je trouve que c'est une des plus belles concentrations de paysages là, nordiques qu'on a dans toute la Norvège. Là. Si je parle par rapport au territoire, là, donc c'est vraiment petit comme territoire qu'on va explorer, mais super varié. Tout au long là, ce photo cocasse ici dans un refuge lors d'un trek, en fait, c'est lors d'une étape d'un trek. Il ne devait pas faire beau cette journée-là. Donc, peut-être que ça m'amène à parler un peu du climat. Là. Donc, le climat des Lofoten, c'est un climat, je l'ai parlé un peu, là, mais par rapport au mois de septembre, mais c'est un climat maritime, frais, mais pas nécessairement froid. Donc, on est sur des températures qui sont en bord de mer, donc qui sont souvent rafraîchies par le fait d'être en bord de mer. On peut parler de entre 10 et 20 degrés. 20 degrés, ça serait des belles journées, peut-être comme on voit sur la photo qui suit. Mais des nuitées qui vont à peine varier puisque le soleil se couche encore relativement tard en septembre. Il y a peu de variations de température. Puis on dort de toute façon en hébergement dur, là, en hébergement avec un toit chauffé, donc ce n'est pas un enjeu à ce niveau-là. Mais c'est sûr que l'aspect variation de température, climat, etc., la pluie, l'humidité, c'est clair et net qu'il faut partir tout de suite avec ça en tête. Puis je pense que ça va être la même chose pour les autres qu'on va vous présenter, Terre-Neuve et autres. Là. Hein, c'est à peu près la même gamme de température. L'hébergement se fait en Rorbu, j'en ai parlé tout à l'heure, en Sjøhouse, ce sont des petites déclinaisons, en gros, des maisons de pêcheurs, la pêche étant pas mal plus durant l'hiver, donc pendant l'été, non, toujours l'été nordique, l'été de l'hémisphère nord, eh bien, c'est transformé, ou des fois, ça l'est même à longueur d'année, en hébergement de type, pour avoir une référence, je vous dirais, là, de type chalet du Québec, mais qui sont souvent situés en bord de mer comme ça. Donc, c'est ce qui en fait tout le charme, à mon avis. Et là, on sera au rythme de notre groupe. Donc, le ou les guides, selon la combinaison, feront à peu près tout l'ABC journalier, c'est-à-dire la préparation des repas, aller faire l'épicerie, partager les tâches qu'on peut avoir dans un refuge. Donc, entretien de base, mettre la table, on invite tout le monde à participer à l'exécution des repas, ça c'est clair, à participer à la vie commune finalement. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un voyage qui sera évidemment plus abordable que de le faire dans une dynamique d'hôtel ou d'hébergement qui serait éventuellement beaucoup plus cher dans la perspective que la Norvège est certainement un des pays les plus chers au monde après l'Ouest canadien. Donc, voilà. Et donc, on voit ici un peu le type de cabane que c'est. Alors, on va être sur des chambres qui sont variées en termes de roaming, là, en termes j'ai des termes là, un peu en termes de dispatch de lit, si je peux dire ainsi. Donc, des fois, c'est un lit superposé avec un lit double, des fois, c'est juste un lit double, des fois, c'est juste 2 lits simples, 3 lits. Donc, ça varie vraiment, tout ça dans des chambres en tant que telles. Donc, on n'est pas sur une occupation double, donc avec salle de bain privée, on a plutôt salle de bain commune. Des fois, il y en a plus qu'une, même souvent, puis une multitude de chambres un peu disparates comme ça, et toujours un espace commun. Donc, un espace commun qui convient pour la taille de groupe qu'on vise et une cuisine, frigo, etc., qui nous permet d'exécuter les repas 3 fois par jour. Donc, ça en fait vraiment une approche, je trouve, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus personnalisée, puis évidemment, qui casse un peu de la dynamique de l'hôtel-restaurant. Donc, je ne dis pas que c'est ça qu'on va manger dans nos voyages, mais c'est certainement une thématique, c'est-à-dire tout ce qui vient de la mer au Lofoten, c'est très présent. C'est vraiment fait partie de l'aspect culinaire et gastronomique de la place. C'est certain qu'on va pousser fort pour ça. On aura même l'occasion avec le bateau de pouvoir faire de la pêche. Donc, il y a le cabilo là-bas, là, qu'on appelle la morue finalement, qui
qui est une pêche traditionnelle sportive, qui serait sympa à essayer ou autre. Mais c'est sûr que ceux qui n'aiment pas le poisson, un peu comme on l'a déjà mentionné dans un voyage au Japon, hein, peut-être penser une autre option. Voilà. Le bateau lui-même, maintenant, donc là, je ne suis pas un spécialiste des bateaux. Là. Richard s'en sait un peu plus là-dessus, mais en gros, écoute, en nombre de pieds, ce n'est pas immense, mais c'est suffisant pour pouvoir explorer la côte. OK? Puis ne pas être toujours dans une dynamique de haute mer. Ce n'est pas tout à fait ça l'esprit du voyage, mais c'est d'avoir un lieu qui est commun, qui est chaleureux, puis qui nous permet justement d'aller explorer des territoires qui ne sont pas possibles parce qu'il n'y a pas d'accès routier. C'est surtout ça qui nous intéresse là-dedans. Je trouvais que les Lofoten, en tout cas à l'époque, c'est super bien de le faire par la marche parce qu'on vraiment on saisissait le territoire dans les montagnes, mais tout l'aspect vu de la mer, l'aspect maritime, c'était très difficile à palper du côté de la rando. Fait que l'aspect du bateau qu'on a ajouté, je trouve vraiment permet de donner ce sens-là. Ouais, Oui, vas-y, vas-y. si je Vas-y, peux vas-y. ajouter, FX, le voilier, l'approche par la mer, puis l'exemple parfait, c'est au Groenland, on a des voyages en kayak, on a des voyages en randonnée. Puis on a fini par faire un voyage moitié-moitié parce qu'il y a des gens qui ne réussissaient pas à choisir. Puis effectivement, quand tu es assis dans un kayak, tu te promènes et tout, tu as vraiment un point de vue. Mais quand tu es en montagne, bien là, tu as un point de vue d'en haut. Alors, le voilier nous permet vraiment ça. Puis tantôt, on hésitait à dire c'est Dolce Vita. Effectivement, on n'est pas au resto, on ne se fait pas servir, mais on va, à cause du climat où la pluie, l'humidité font partie des possibilités, bien sûr, ben, on n'est pas en camping. Fait qu'on est le plus Dolce Vita qu'on peut être dans un climat comme ça. Puis le voilier, là, 45 pieds environ, c'est un voilier qui permet pour un petit groupe, là, on parle de 5 ou 6 personnes, plus l'équipage de 2 personnes, on s'entend. C'est quand même un voilier qui nous permet de bien naviguer. C'est un voilier en aluminium parce que c'est un voilier qui va au Svalbard aussi, donc équipé pour la glace. Et ben c'est ça, sans que ça soit confortable, c'est quand même extrêmement chaleureux. Puis vous êtes juste 5 ou 6 jours. Donc, puis j'insiste, tantôt, j'ai peut-être pas assez insisté, mais c'est pas un voyage de voilier. Hein. Vous n'êtes pas sur le voilier, vous vous servez du voilier comme un camp de base. Fait que les gens vont marcher une portion du voyage et on revient dans l'hébergement dans les villages. Et l'autre portion, ben oui, on va se déplacer, mais comme on est très, très haut au nord, ben, il y a très peu de nuit, même au rendu au mois de septembre. Ce qui veut dire que ça se peut que le bateau se déplace pendant la nuit, pendant que vous dormez, et puis vous vous levez le matin, puis vous êtes à un autre endroit. C'est ça le plaisir du voilier. Et puis, ça permet vraiment d'aller dans des endroits où on va être évidemment tout seul. Mais vous ne voyez pas ça comme un voyage de voilier où vous êtes assis sur le voilier. Puis en plus, comme on est dans des fjords, bien, les vents sont très changeants. Fait que oui, il va y avoir de la voile, mais il va y avoir du moteur aussi. Tantôt, dans ma partie, je vous parlerai du mal de mer et des plaisirs connexes. Mais c'est vraiment une façon très différente de visiter quelque endroit du monde, mais tabarouette, une semaine de voilier puis une semaine de marche, là, wow, je te laisse Ouais, finir. tout à fait. Puis justement, j'ai pris cette carte-là. Bon, dans la préparation du voyage, on a plein de cartes, un peu soit des cartes maritimes ou des cartes 3D là, pour la navigation. Puis sortir cette image-là, comme ça, une copie d'écran. Parce que justement, tous ces îlots-là, ces petites îles de l'archipel qu'on avait parce qu'il n'y a pas de pont pour l'accès routier, etc., parce qu'on n'y allait pas à la nage, eh bien, là, on va pouvoir, vous voyez le trajet envers, c'est des trajets de trek qu'on a proposés dans la construction du voyage. Donc, le bateau va permettre ça. Le bateau va permettre d'aller dans le fond de ces baies-là, dans le fond de ces petits fjords, éventuellement plus loin. Donc, tout ça, ça fait que c'est un voyage qui, à mon avis, est unique par rapport à y aller comme ça aux îles de Lofoten, puis d'aller skater un bateau dans un port quelconque. Il n'y aura jamais cet esprit-là, cette âme-là, ces possibilités-là. Donc voilà. Donc sur ces îles-là, justement, voici quelques images potentielles des paysages qu'on a
Donc, vraiment, vraiment, entre baie et sommet, et comme ça, en marchant en pleine nature, en marchant hors sentier, ce qui est en fait, on le fait dans plusieurs autres voyages caravaniers, mais ça, moi, cet âme-là, là, ça incarne profondément la liberté autant que le bateau aussi peut l'incarner. Et je finis avec une petite touche optimiste. Donc, c'est-à-dire des gens en bikini dans l'eau. Oui, c'est possible. Donc, j'ai vu des questions par rapport au vent, par rapport au climat. Ben, bref, est-ce que c'est septembre? Je ne suis pas prêt à mettre ma tête sur un bûcher pour ça, mais c'est toujours possible. Hein, des fois, les changements climatiques, ça a des choses positives. Mais non, mais il y a, à cause des courants marins, le Gulf Stream qui est toujours surprenant. Des fois, en septembre, ça se pourrait que l'eau soit même baignable. C'est ce que je voulais dire. Et en contraste par rapport à ça, toujours en septembre, ici, c'est une photo plus d'hiver, OK, je l'avoue, mais c'est sûr que l'aspect d'un spectacle inouï des aurores boréales pourrait être possible puisqu'il y aura totale obscurité à cette époque-là de l'année et que l'activité solaire pourrait le permettre. Donc, c'est quand même aussi une ambiance sympathique, un spectacle potentiellement intéressant qu'on pourrait avoir. Et je termine encore une fois en disant que, ben, évidemment, nous, on se concentre sur 2 semaines. C'est un engagement qu'on a pris dans tous nos voyages de un petit peu prolonger la durée des voyages pour maximiser l'exploration du territoire, limiter l'impact du déplacement. Et donc, on va proposer fortement la possibilité d'aller à Bergen à la suite de votre voyage ou même prolonger ou devancer à Oslo sur la prochaine photo ici, puisque ce sont des très belles villes norvégiennes. Ça va être le côté urbain qu'on n'aura pas vraiment vu avant et qu'il y a des très bonnes connexions à partir de Bodø, qui est la ville d'entrée et de sortie de l'archipel des Lofoten, et tout ça sera construit sur mesure là, au cas par cas. Donc, départ éventuel avec une date, là, c'est presque sorti sur le site Internet. On m'annonce à l'oreille à l'instant que ça serait vendredi, mais je ne mettrai pas ma main au feu là-dedans. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-nous, OK, à l'adresse générale de Caravanier ou peu importe sur nos adresses personnelles de Caravanier pour en savoir plus. Et de toute manière, vous allez recevoir un rappel par rapport à ça dans les prochains jours. Donc voilà. Je débranche. Et je passe la balle du côté des Maritimes canadiennes avec Richard. Yes. Bon, merci. Est-ce que tu nous quittes pour aller faire des devoirs? Potentiellement. Je vais rester encore un petit peu. Écomaris, ça m'intéresse perso. Ouais. Écomaris, vous avez peut-être entendu en fin de semaine à Radio-Canada, il y avait Mario Cyr qui était sur l'Écomaris sur un banc en République dominicaine où il est allé filmer les baleines à bosse notamment. Ce n'est pas le même Écomaris. Écomaris, c'est un peu comme une espèce c'est un organisme à but non lucratif. Les 2 voyages dont je vous parle dans les prochaines minutes, c'est sur ce bateau-là. Donc, c'est celui-là, l'Écomaris. Juste une petite note, c'est extrêmement difficile de rentabiliser on est une entreprise à but lucratif, comme vous le savez. C'est extrêmement difficile de rentabiliser des voyages en parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et puis c'est une infrastructure extrêmement lourde. Vous allez avoir dans on vous parle de 3 voyages ce soir, là, donc les Lofoten qui vont être en ligne dans les prochains jours. Les Comaris sur la basse Côte-Nord, tout est en ligne. Puis la portion, puis il y a Terre-Neuve. Je peux vous parler du voyage ce soir, mais on est en train d'écrire la page. Celui-là aussi, ça va vous demander un peu de patience. On a une grande, grande chance avec les Comaris. C'est une ONG. C'est un bateau qui amène aussi des jeunes, disons, en difficulté et donc qui bénéficient de subventions. Donc, nous, Caravanier, on vient appuyer un peu cette démarche-là en louant le bateau à d'autres moments. Mais sinon, ce serait impossible d'offrir des voyages sur des bateaux de ce type-là à des prix raisonnables. Parce que là, on parle entre 4 000 et 5 000 $ pour l'Écomaris pour 2 semaines. S'il fallait payer le bateau au complet, c'est des voyages de 10 000 $.
Donc, fait que sachez juste que c'est peut-être beaucoup d'argent, mais ça n'en est pas à l'échelle de ce que ça vaut vraiment. Donc, voilà pour mon petit laïus, que tout n'est pas sur le site et que c'est compliqué de faire des voyages à voile. Donc, je vous parle de 2 voyages ce soir. La Basse-Côte-Nord qu'on fait depuis Basse-Côte-Nord, Anticosti, Mingan et tout ça qu'on fait depuis, ça va être la 3e année. Puis un nouveau voyage à Terre-Neuve. Moi, personnellement, j'ai fait des formations de voile à Terre-Neuve puis en Basse-Côte-Nord. Donc, mes brevets, donc je connais un peu ce coin-là, mais je ne l'ai pas fait sur les Comaris, évidemment. Je dis évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais bon, je ne l'ai pas fait sur les Comaris. Et puis, donc, je connais ce coin-là. Et les Comaris, ben, j'ai passé, cet été, je suis allé sur les Comaris pendant 2 semaines. Un magnifique bateau en acier de 90 pieds. C'est un bateau qui a la particularité de ne pas avoir de quilles. Et parce que le bateau est tellement lourd, le dessous du bateau, c'est un U-boat allemand de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est le plomb de ce bateau-là qui fait la quille. Ce qui fait que le bateau a très peu de tirant d'eau et ça nous permet de nous rendre à beaucoup d'endroits où des bateaux ordinaires, des voiliers ne pourraient pas aller. Il n'y a même pas 1 mètre de tirant d'eau. Pour un bateau de 90 pieds, c'est exceptionnel. S'il y a des maniaques de voile dans la salle, évidemment, ça remonte un peu moins bien au vent, mais c'est pas grave. Quand on a de la misère avec ça, on prend le moteur puis on avance. C'est un ketch, il y a 2 voiles, il y a 2 mâts on appelle ça des voiles auriques. C'est un bateau école. Donc, vous allez apprendre plein de choses. Mais là, je vous explique un peu comment ça se passe. Vous avez rendez-vous à Sept-Îles ou à Havre-Saint-Pierre. On est en train de déterminer exactement ce qu'on va faire là, à partir de où. Mais ça risque d'être Sept-Îles parce que pour se rendre à Anticosti avec la direction des vents, c'est bon. Donc, vous vous rendez à Sept-Îles. Et puis, le matin, vous embarquez sur le bateau. Tout le monde est de bonne humeur. Puis là, on part. Et là, ça se peut qu'il y ait un peu de vagues. Et puis là, c'est votre baptême. Alors, s'il y en a qui ont peur d'avoir le mal de mer, ne vous inquiétez pas. Sortez ça de votre tête, vous allez l'avoir. Euh, quand ça brasse un peu, c'est rare que des gens qui ne sont pas habitués n'ont pas le mal de mer. Ceci dit, est-ce que vous devez vous empêcher de faire ça? Bien, la réponse, évidemment, c'est non. Tout comme quand on va marcher en Himalaya et dire ouais, mais j'ai peur d'avoir le mal des montagnes. Ben oui, ça se peut que vous ayez un peu de misère avec l'altitude. Mais bon, empêchez-vous pas de le faire. On va s'arranger pour que ça aille bien. Puis quand je dis que ça va bien aller, bien là, je dis, vous vous couchez. La meilleure façon de combattre le mal de mer, c'est de vous mettre à l'horizontale dans votre couchette. Puis oui, vous allez passer une coupe d'heures comme ça, puis après, ça va se replacer. C'est 2 des capitaines potentiels, Alexis et Jean-Philippe. Eux, c'est important qu'il n'y ait pas le mal de mer, ceci dit. Fait que, vous partez, puis youpi, vous êtes de bonne humeur, puis ça brasse un peu, puis là, le guide caravanier qui est responsable de la nourriture, il vous arrive avec un bon plat de cassoulet, ça vous donne le goût de manger, c'est vraiment impressionnant. Un des trucs pour ne pas avoir le mal de mer, c'est d'avoir toujours l'estomac plein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on n'a pas fait de voile, il faut manger. Donc, puis évidemment, ben, ça se peut qu'on mange beaucoup de biscuits soda aussi, mais même des choses comme ça, là, ça se mange. Mais c'est sûr que le premier soir, ça peut peut-être être off un peu. Fait que c'est une blague, mais ça se peut que ça arrive que vous voyez qu'il y a 5 personnes qui mangent avec appétit et vous jurez que vous ne mangerez plus jamais de votre vie. Encore une fois, ne vous empêchez pas de voyager avec ça. À bord de l'Éco-Maris, puis vous allez voir un petit peu comment ça se passe, mais la nourriture, c'est important. Tantôt, FX parlait du Dolce Vita, un style Dolce Vita au Lofoten. C'est sûr, on est en Norvège, on va bien manger, on va avoir du poisson frais. Fait que les guides vont savoir comment l'apprêter et tout. Ben, c'est la même chose sur l'Éco-Maris. Donc, on va soit pêcher, soit rencontrer des pêcheurs. Donc, vous allez franchement très bien manger. Des bourgots ici qu'on est allé chercher nous-mêmes avec une espèce d'algue qu'on prend sur le bord de la mer. Donc, ici, vous êtes dans la cuisine de l'Éco-Maris. C'est une petite cuisine. Fait que là, vous avez 3 des personnages importants de l'Éco-Maris. Il y a toujours 4 ou 5 personnes de l'équipage parce que c'est un bateau-école qui a besoin de main-d'œuvre.
Jean-Philippe Simon. Simon, c'est le boss de l'Écomaris. Puis Chuck, Charles-Olivier, qui est un des capitaines aussi du bateau. Donc, petite cuisine, on participe, on fait la vaisselle, on a besoin, tout le monde participe dans cette affaire-là. Amy, qui est une de nos guides, depuis 2 ans, ça va peut-être être elle, ça pourrait être quelqu'un d'autre aussi. Et vous voyez ici, c'est vraiment important que vous compreniez c'est quoi le feeling de ce bateau-là. Vous avez chacun une couchette comme ça. Le drap rouge que vous voyez, c'est une toile anti-roulis. Donc, si le bateau penche d'un côté ou de l'autre, vous n'allez pas sacrer le camp en bas, évidemment. Et puis, c'est votre univers pour les 2 semaines. Est-ce que c'est petit? Oui, c'est petit, mais votre vie, elle ne se fait pas sur le bateau, hein. Je répète que le bateau est fait pour qu'on aille à un endroit et qu'on débarque marcher. Ça se peut qu'il va y avoir des navigations de nuit. Des fois, on y va le jour aussi. Dépendant des vents, on va à la voile ou pas. N'allez pas faire des 24-36 heures de voile. Dans aucun des 2 voyages dont je vous parle ce soir, ça n'arrivera pas. Peut-être au retour si on a des vents contraires et il faut aller au moteur longtemps, mais sinon, ce n'est pas le cas. Donc, vous ne passez pas bien du temps là-dedans. Mais au contraire, l'espace commun de ce bateau-là est vraiment le fun. Vous voyez, cette table-là est incroyable, hein? On peut être une vingtaine autour de la table si on voulait. Fait que 12 personnes du voyage. Le guide plus on est 18, fait qu'on mange vraiment ensemble. Ça fait partie du plaisir. Franchement, là, c'est vraiment un gros, gros avantage. Puis là, vous pouvez deviner au-dessus là, que c'est très, très éclairé parce que le dessus est vitré du bateau. Fait que c'est vraiment un endroit commun très, très plaisant. Mais si vous cherchez avec votre conjointe, une petite cabine avec votre toilette puis votre douche, ça ne sera pas sur l'Écomaris. Donc, on est vraiment dans un esprit de partage, on est tout le monde ensemble. C'est un bateau école. Fait que si ça vous tente d'apprendre, vous pouvez. Ce n'est pas un cours de voile, donc vous n'allez pas avoir un diplôme après. Mais si ça vous tente d'apprendre, bien, les gens sur le bateau, autant que le guide caravanier, vont être connaissants de la voile. Fait que ça vous tente de calculer des caps, de tenir compte des courants, des vents, des marées, et puis de dire, bon, bien, il faut qu'on arrive, préférablement quand on arrive dans des endroits un petit peu délicat, mais on veut arriver quand il fait clair. Donc, il faut calculer tout ça. C'est pas simple, la voile. Hein? C'est pas parce qu'on a tous les instruments. Bien sûr, on a les instruments à bord, le sonar, radar et tout ça, mais l'idée, c'est aussi de le faire de façon traditionnelle. De façon traditionnelle, ben, c'est un peu ça. Il n'y a pas de winch, je cherche le terme français, mais il n'y a surtout pas d'électricité pour monter les voiles. Puis il n'y a même pas ces espèces de winch-là pour monter. Donc, il faut y aller à la poulie. Et puis, je peux vous assurer que de monter la grand voile, c'est cardiovasculaire. Vous êtes crevé après. La personne qui monte la grand voile sur le câble, puis les autres ben, aident à monter la voile pour que ça ne soit pas trop flippé. C'est un bateau de 90 pieds en acier. Il pèse, je ne sais pas combien il pèse, mais c'est vraiment un bateau très, très lourd. Donc, vous imaginez l'ancre. Fait que quand on remonte l'ancre, ben, il faut au moins 3 ou 4 personnes. Puis, tu sais, il faut monter ça vite parce que le bateau, il faut qu'il parte. Donc, on y va vite, on change de personne quand on est épuisé. Fait que c'est vraiment un voyage très participatif. Bon, on voit que les ici sont plus contemplatives que participatives ici, mais ne vous inquiétez pas, ils participent. Là, je vois qu'il y a des questions et tout. Je n'ai pas le temps. Je vais les prendre après. Peut-être qu'FX est parti faire à souper. Donc, je vais répondre aux questions tout à l'heure. Ici, Simon qui est en train de… Ah, OK, c'est bon, tu es encore là. Simon qui est en train de montrer comment on épluche un oursin. Tantôt, je vous disais qu'on va vraiment goûter à tous les plaisirs de la mer, bien, les oursins aussi, pour savoir comment le manger. Donc, voilà. Fait que là, je vous ai parlé un petit peu de la vie à bord. C'est vraiment important, la vie à bord, et il y a la vie à l'extérieur, bien sûr. Donc, pardon. On a deux circuits, j'ai dit grossièrement. On va partir de cette île. On va aller à Anticosti, et là, on va débarquer pour 2 ou 3 jours. 2 ou 3, ça dépend des marées, ça dépend de plein de choses, OK, de la météo. On va traverser l'île, on ne va pas traverser l'île à pied, mais on loue des vannes, on va aller voir les choses intéressantes sur l'île d'Anticosti. Pendant ce temps-là, le bateau va faire le tour de l'île, puis va venir nous chercher de l'autre côté à Port-Meunier.
Et on va repartir, puis on va aller faire un tour à Mingan. Mon trait n'est pas vers Mingan. Mingan est plus dans cet endroit-ci. Et on va remonter pour se rendre. Il y a plein de petits villages en chemin, mais on va monter jusqu'à Harrington Harbour. Donc, ça donne un peu une idée ce trajet-là, on l'a fait déjà sans. La base Côte-Nord, le grand plaisir de ça, c'est que si vous, en auto, vous pouvez vous rendre. Maintenant, le village le plus loin, c'est Kegaska, qui est après Natashquan. Nous, on va partir de cette île, on s'en va à Miga. On va avoir un kayak à bord pour faire du kayak. Donc, on va arrêter, si la météo le permet, on va arrêter à Mingan faire du kayak, qui est un magnifique endroit pour faire du kayak. Mais comme les kayaks sont à bord, bien, à d'autres endroits aussi, on va débarquer pour faire du kayak. On va débarquer dans des villages. Ici, c'est Natashquan. En tout cas, c'est une image. Il y en a qui sont allés à Natashquan. Vous connaissez peut-être ces espèces de cabanes-là. Évidemment, le côté toute interprétation historique, Natashquan, vous savez que c'est Gilles Vigneault, bien sûr. Ici, on est probablement aux îles Mingan ou on est ailleurs. Anticosti, évidemment, qui est sur la liste pour être un nouveau site du patrimoine mondial de l'UNESCO cette année. Endroit merveilleux, quand même difficile d'accès. Alors là, on y va en bateau, encore mieux, et puis on va marcher. On va camper sur l'île, pas dit en passant. On va débarquer très souvent, je répète parce que c'est important, ce n'est pas un voyage de voile, c'est un voyage où on utilise le voilier pour se déplacer. Donc, on va débarquer à tous les jours essentiellement pour aller marcher. Donc, et puis là, on ramasse des billes, super salade de fruits, chicouté, bleuet, chocolat aussi. Il pousse du chocolat en Basse-Côte-Nord un peu partout. Donc, votre guide devrait bien connaître l'endroit. Et puis, on va terminer, c'est-à-dire que le voyage ne termine pas parce qu'il faut revenir, mais le plus au nord qu'on devrait se rendre devrait être Harrington Harbour, qui est l'endroit où a été filmé le magnifique film québécois La Grande Séduction. Donc, c'est un des très beaux villages de la Côte-Nord avec tous ces trottoirs. Donc, on va arrêter là. Vous allez pouvoir aller marcher dans le village. C'est vraiment un très bel endroit. La Basse-Côte-Nord a aussi cette particularité qu'il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup de canaux à l'intérieur des terres. Et comme je vous ai expliqué que le bateau a très peu de tirants d'eau, on va pouvoir passer aussi à l'intérieur. Alors, ça permet encore des paysages plus spectaculaire si nécessaire. L'autre qui est un voyage, on peut dire un voyage de repérage, en fait d'exploration, parce que ça va être la première fois qu'on le fait avec un groupe. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je me suis promené dans ce coin-là, mais je n'étais pas dans l'optique de faire un voyage avec un groupe. Donc, il n'est pas encore sur le site Internet, mais on y travaille. Donc, d'ici une semaine et demie, vous allez être tenus au courant. Donc, on parle plus d'un voyage qui va avoir lieu au début de septembre. Et là, présentement, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous donner rendez-vous à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, le voyage commence en France. Si ça vous tente, en tout cas, moi, c'est certain que moi, si je le fais, je vais rejoindre Saint-Pierre, mais je vais arriver quelques jours avant parce que c'est un petit peu magique quand même aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Fait que je vais sûrement me louer un auto pour aller me promener. Vous faites ce que vous voulez, mais si ça vous tente, bien, l'occasion est là. Donc, on vous donne rendez-vous là. Et de là, on va partir. Et puis, si vous suivez le trait grossier ici, bien, vous voyez qu'on va longer la côte sud. Et ici, il y a beaucoup de petits fjords. Ce n'est pas clair sur la carte ici, mais il y a beaucoup de fjords et il n'y a aucune route. Et au bout de ces fjords-là, il y a des villages qui sont accessibles que par la mer. Donc, on va s'arrêter, on va aller marcher, on va faire du kayak. Je vous rappelle qu'on a des kayaks à bord. On va s'en aller ici, on va se promener, là, le trait, comme je vous dis, grossier. Ici, il y a un parc qui s'appelle le Blow Me Down. Ça vous donne une idée à quoi ça peut ressembler. Et avant de repartir, Corner Brook, il y a un aéroport. Donc, avant de repartir, on s'en va ici. Et c'est certainement un des points forts. On va aller à Gros-Morne. Donc, en images, j'ai essayé de truquer les images. Je les ai pris dans des banques sans les acheter parce que je ne voulais pas compliquer les choses. Donc, ici, on est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Fait que on est clairement dans une ambiance européenne d'Amérique, bien sûr.
Et puis, j'ai mis une image ici. Ça, c'est clair que c'est un village que je vais aller voir. Le village s'appelle François. Donc, il est sur la côte sud, dans les fjords, et vous voyez un peu une idée à quoi ça peut ressembler. Et pourquoi notre voilier, l'Ecomaris, c'est vraiment intéressant, c'est que justement, je répète, à cause de son très faible tirant d'eau, on peut se rendre vraiment à beaucoup, beaucoup d'endroits. On a les kayaks, donc dans les fjords Yupi. Il y a beaucoup de petits villages qui ressemblent à ça, hein, à Terre-Neuve. Alors, et puis, mauvaise image, c'est-à-dire mauvaise qualité d'image, mais un des endroits les plus spectaculaires du pays, hein, du Canada, qui est le Parc national de Gros-Morne. Donc, le voyage va se terminer là par quelques jours. Donc, on va débarquer, on va aller marcher quelques jours. Exactement ce qu'on va faire comme randonnée, on y travaille présentement. Donc, il y aura un peu plus de détails. Puis, vous inquiétez pas, on va bien travailler ces choses-là avant de partir. C'est au mois de septembre. Fait avec tout ce qui s'est passé sur la planète depuis 2 ans, on est un petit peu en retard sur certains descriptifs. Mais quand même, après 25 ans d'expérience, on se dit qu'on va bien réussir d'ici le mois de septembre à faire ce voyage-là. Donc, c'est en conclusion et en résumé, c'est les 3 voyages qu'on voulait vous présenter ce soir. La conférence a fait un petit peu moins d'une heure, parfait pour 3 voyages. Ce sont, sauf pour la Basse-Côte-Nord, de nouveaux voyages, mais ce n'est pas une nouvelle façon de voyager pour nous quand même. Mais c'est une nouvelle, mais comme on n'en a pas à faire beaucoup, ben pour vous, la plupart des gens n'ont pas fait ce type de voyage-là encore. Mais moi, je suis très comme fondateur de Caravanier. J'espère que ça va bien marcher. Puis qu'on va pouvoir se trouver des gens comme ça un peu partout dans le monde qui nous permettent de rentabiliser des voyages. C'est un terme un peu gros, là. On ne pourrait pas vivre seulement avec des voyages comme ça, mais c'est un petit complément vraiment le fun parce que c'est une façon complètement différente de voyager et de le faire à pied, puis d'avoir ça comme camp de base, ben, ça rend la chose non seulement différente, mais plus confortable aussi. Donc voilà, les voyages, comme je vous dis, vont être en ligne bientôt. L'année passée, les Comaris, on a eu 4 groupes ultra complets. On a refusé des gens. Les Lofoten, on a mis quelques. Ça, c'est mon petit chien de 6 mois qui me dit qu'il est tanné que je parle à un écran. Je peux juste vous dire que les Lofoten, sur le site Internet, ça a déclenché des foules de réactions. On n'a qu'un groupe cette année, c'est 10 personnes, 10 ou 12 personnes. Fait que si ça vous tente, et s'il y en a qui disent « moi, j'embarque, quel que soit le prix », évidemment, les prix vont être raisonnables, mais dites-le, attendez pas trop longtemps parce qu'à 12 places, puis l'année prochaine, ben oui, on le refera, mais ce n'est pas le genre de voyage qu'on peut reproduire si souvent que ça. J'ai question ici. Habituellement, toujours en ciré, non, pas du tout. La plupart du temps, en Gore-Tex, on est correct. Un bon coup de vent là, comme ça. Combien d'heures pour Anticosti, vous voulez dire? Je ne suis pas sûr que je comprends la question. D'heures de marche, peut-être 5-6 heures de marche par jour. On dort à l'ancre la plupart du temps. Sur la basse Côte-Nord, oui, puis à Terre-Neuve, ça va être ça aussi. On va surtout, quelquefois, on va être à quai, mais la plupart du temps, je pense que ça va être à l'ancre. Mais quand on peut être à quai, tant mieux, on en profite. C'est extrêmement sauvage, hein, les endroits où on va, d'où le plaisir, mais il n'y a pas nécessairement un quai pour s'ancrer. Mais comme on est dans des petites baies, bien, on peut compter que ça ne brassera pas trop. La question, c'est combien d'heures pour Anticosti? Ouais, combien d'heures pour Anticosti? Peut-être 5-6 heures pour la traversée. C'est rien, hein? L'année passée, quand on est parti de Gaspé pour se rendre aux îles de la Madeleine, c'était 25 heures à peu près. Fait que je prévois pas, il n'y a pas de traversée aussi longue que ça. Il va peut-être avoir des 10-12 heures sur la Basse-Côte-Nord. Puis Terre-Neuve aussi. Soit dit en passant, Terre-Neuve, il y a moins de navigation que la Basse-Côte-Nord. On a moins de distance à faire. Donc, voilà. Je pense que j'ai répondu aux questions.
C'est pas mal ce que j'avais à vous dire. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous écrire aussi. Il y a Ophélie qui s'occupe du voilier de l'écomarisme, puis il y a Julie qui va s'occuper du voilier voilier dans les Lofoten. Donc, combien de personnes pour partir en voilier Basse-Côte-Nord? C'est 12 personnes. Sur l'écomarisme, c'est 12 personnes. On a 12 couchettes. Voilà, vous avez des questions, je suis encore là quelques secondes. Je ne veux pas rester trop longtemps. Mais je vous remercie d'avoir pris une partie de votre soirée pour nous écouter parler de voile. Il y a Lorraine qui a vraiment beaucoup de questions. Si moins on va partir ou pas? À partir de 7 ou 8 personnes, ça va partir aussi. Il va y avoir un supplément qui n'est pas énorme, peut-être de l'ordre de 300 ou 400 $, mais oui, on va partir. L'année passée, les 2 dernières années, le problème était inverse. On a refusé pas mal de monde, surtout sur la Basse-Côte-Nord. On avait 2 voyages en Basse-Côte-Nord l'an dernier, puis 2 voyages aux îles de la Madeleine. On a rempli les 4 groupes, mais on aurait certainement pu faire au moins 3 groupes sur la Basse-Côte. Puis je comprends pourquoi, parce que la Basse-Côte-Nord, c'est vraiment, il n'y a pas de route, hein, donc les gens n'ont pas le choix d'y aller. La seule façon d'y aller, c'est présentement avec le Bella des Gagnés, une espèce de gros bateau ravitailleur, mais ce n'est pas du tout la même expérience. Donc, c'est plus confortable, mais vous n'avez pas du tout le même contact avec la nature que vous avez avec les Comaris. Donc, voilà. Alors, chat, merci, c'est sympathique, intéressant, youpi. Les questions, je pense que j'ai fait le tour. Attendez, quel est le voyage le moins houleux? Saskatchewan. Vous en faites pas avec ça. Le moins houleux, ça serait probablement la Norvège. Mais encore une fois, c'est pas. Vous ne devriez pas trop vous inquiéter avec ça. Sur les Comaris, c'est un plus gros bateau. C'est peut-être un petit peu plus confortable à cause de ça, mais pas tant que ça. Alors que, puis, bon, il faut dire aussi qu'en Norvège, ben, il y a la moitié du voyage où on est vraiment à pied et l'autre, on est sur le bateau. Donc, si ça vous inquiète, on pourra en discuter, mais pour répondre à votre question, la réponse, ça serait ça. Alors, ben, est-ce qu'il y a encore une question? Des fois, ici. Et le deuxième choix. Le deuxième choix, ben, Terre-Neuve puis la Basse-Côte-Nord, il n'y a pas de différence. Là, on est vraiment dans le golfe du Saint-Laurent. Ça va être la même chose. Voilà. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère vous croiser sur les mers et sur les montagnes du monde. Et puis, à bientôt et passez une bonne fin d'hiver et un bon printemps. Puis, à bientôt.